Le football algérien, c'est une histoire de passion, bien sûr, mais c'est aussi une histoire pleine de paradoxes. On va plonger ensemble dans cet univers où les plus grands rêves se confrontent à des réalités parfois, très compliquées. C'est parti. On avait des vertiges à la fin du match. Voilà, tout est dit. Cette simple phrase, lâchée par un joueur, ça vous plante le décor. Ça parle du coût physique, du coût humain de ce sport quand il est poussé à ses limites en Algérie. On va commencer par ça, le ramadan. Et là, on ne parle pas d'un petit défi, non, on parle d'un défi absolument immense pour les athlètes. Imaginez un peu, un match à haute intensité, souvent en plein après-midi, le ventre vide, sans avoir bu une goutte d'eau. C'est une épreuve physique et mentale extrême. Le mot qui revient pour décrire l'état des joueurs après ces matchs, c'est carbonisé. Et ce n'est pas qu'une image, hein. On a vu des joueurs en Algérie, mais aussi en Tunisie d'ailleurs, s'effondrer littéralement sur la pelouse. Sans dit long sur l'intensité de l'effort et l'épuisement total. Et en fait, l'adversaire numéro 1 dans ces conditions, ce n'est pas tant la faim. Non, le grand danger, c'est la déshydratation. Le manque d'eau, ça réduit le volume sanguin. Du coup, le cœur doit pomper beaucoup plus fort pour envoyer de l'oxygène aux muscles. Et en fin de match, qu'est-ce qui se passe? La concentration chute, la précision technique s'envole. Une passe simple devient compliquée. Donc, on a un équilibre très précaire. D'un côté, il y a des risques énormes pour la santé, la fatigue, les crampes et même des blessures bien plus graves comme les déchirures. Et de l'autre côté, on met en place des stratégies médicales, une nutrition hyper calculée pour tenter, je dis bien tenter, de limiter la casse. C'est un peu comme marcher sur un fil. Alors, comment on fait pour tenir? Eh bien, tout, ou presque, se joue avant le lever du soleil, pendant le repas du souhour. C'est le moment clé. Les nutritionnistes sont unanimes. Il faut le bon carburant. Des sucres lents, comme les flocons d'avoine pour l'énergie longue durée, des protéines, comme des œufs pour tenir le coup, du bon gras, avocat ou amande, et bien sûr, des fruits pleins d'eau et de potassium, comme une orange ou une banane, pour lutter contre les crampes. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que la solution, elle crève les yeux. Il suffirait de jouer le soir, vers 22h. Sauf que de nombreux stades ne sont toujours pas équipés d'un éclairage correct. Et ça, 16 ans après le passage au professionnalisme. C'est quand même incroyable. Une règle qui existe noir sur blanc dans le cahier des charges, mais qui n'est pas appliquée partout. Et au final, ce sont les joueurs qui trinquent. Allez, on change complètement de décor. On laisse de côté les problèmes du championnat local pour s'intéresser à l'équipe nationale. Et là, on entre dans un autre monde. Un monde où l'on vise les sommets, où l'on prépare la Coupe du Monde avec une ambition énorme. Et cette ambition, on la voit très bien dans le programme de préparation. On commence par le Guatemala, un adversaire plus modeste pour se mettre en jambes. Puis, on monte d'un cran en affrontant l'Uruguay, une sacrée nation de foot. Et pour finir, le test ultime, un match de gala contre un géant européen. Et ce géant, ce sont les Pays-Bas. Et ce chiffre, 7, c'est leur classement FIFA. Autant dire le top du top mondial. Ce n'est plus un simple match amical, c'est un véritable test pour voir de quel bois l'équipe est vraiment faite avant la plus grande des compétitions. Alors, ça donne quoi, les Pays-Bas? Eh bien, c'est du costaud. Une équipe très technique, qui adore avoir le ballon et qui est surtout très flexible tactiquement. Ils peuvent passer d'un système à l'autre en plein match. Et puis, quand on a des joueurs comme Van Dijk, De Jong ou Memphis Depay dans ses rangs, le danger peut venir de n'importe où. Et là, retour brutal à la réalité du football de chez nous. Le contraste est violent. D'un côté, l'image presque parfaite de la sélection nationale, et de l'autre, le chaos qui peut régner dans les tribunes de nos stades. On a même vu des chaussures sur la pelouse. C'est un témoignage surréaliste d'un match de coupe important. Des jets de pétards, de bouteilles, de projectiles en tout genre, et donc de chaussures. Une scène de désordre total qui gâche la fête et qui, surtout, met tout le monde en danger. Alors forcément, la question se pose. Que doit faire un arbitre dans cette situation? Sa première mission, c'est d'assurer la sécurité des joueurs. Il y a bien des consignes, un protocole à suivre, non? Bien sûr que oui, et la réglementation est très claire. D'abord, l'arbitre doit interrompre le jeu. Ensuite, il fait le point avec ses assistants, le commissaire du match, les responsables de la sécurité. Et si les jets continuent et que la sécurité est menacée, sa décision doit être sans appel. Arrêt définitif de la rencontre. Mais voilà, entre la règle et la réalité du terrain, il y a un fossé. Beaucoup d'arbitres ont peur d'être mal vus, d'être sanctionnés par leur fédération s'ils appliquent le règlement à la lettre, peur qu'on leur reproche de ne pas avoir su gérer la pression. C'est un vrai problème. Et il ne faut pas croire que cette instabilité se limite aux tribunes. Quand on regarde de plus près la situation dans les clubs, on voit que c'est un mal bien plus général.
C'est un peu la valse permanente. Prenez le Mouloudia d'Oran. On attend des jours et des jours pour enfin nommer un entraîneur. À l'inverse, le CS Constantine vit une saison pas de quasi parfaite, stable, avec du succès. Et puis il y a l'USM Alger, qui fait appel à un coach expérimenté de 70 ans pour jouer les pompiers de service. Ça bouge tout le temps, dans tous les sens. Et c'est là que tout se rejoint. D'un côté, des joueurs qu'on pousse à leurs limites physiques, des stades où la sécurité n'est pas toujours assurée, des clubs en perpétuel mouvement. Et de l'autre, le grand rêve d'une équipe nationale qui tutoie les sommets. Alors la question finale, c'est celle-ci. Est-ce qu'on peut vraiment construire un château de rêve sur des fondations aussi fragiles ? C'est tout le paradoxe du football algérien aujourd'hui.